Pour des décennies, des rumeurs ont chuchoté au sujet d'un train nazi perdu profondément sous les forêts de Pologne, un train chargé de richesses et de mystères inimaginables. Lorsque des chasseurs de trésors ont prétendu l'avoir trouvé, l'excitation a surgi dans le monde entier. Mais ce qui se trouvait à l'intérieur du dernier wagon n'était ni or ni bijoux. Quoi de plus choquant que de l'or perdu depuis 80 ans? Imaginez une chambre scellée si méticuleusement verrouillée qu'elle semblait conçue pour cacher quelque chose de bien plus sombre. Cette découverte nous force à nous interroger quels secrets les nazis ont-ils cachés sous des couches de terre et de silence. Et pourquoi le monde reste-t-il toujours silencieux? Le train nazi disparu. Au cœur des forêts paisibles de Pologne se trouve l'un des mystères les plus durables de la Seconde Guerre mondiale, un train nazi blindé qui a disparu sans laisser de traces il y a plus de 80 ans. Les rumeurs disent que ce train n'était pas un simple transport de marchandises, mais une forteresse mobile blindée d'acier épais, hérissée d'armes montées et gardée par des dizaines de soldats SS. Des centaines de caisses ont été chargées sous haute sécurité, chacune estampillée de l'insigne nazi officiel. Les habitants qui l'ont vu jurent avoir aperçu des barres d'or, des œuvres d'art inestimables et des trésors qui n'auraient jamais dû être à bord d'un train militaire. La destination du train n'a fait qu'approfondir le mystère. Il se dirigeait vers les montagnes isolées des hiboux, une chaîne redoutable où les civils étaient avertis de rester à l'écart et où les soldats maintenaient un contrôle strict. Les gens disent que le train a simplement disparu dès qu'il est entré dans les montagnes comme s'il avait été englouti tout entier par la terre elle-même. Pendant des décennies, la plupart ont rejeté le récit comme un folklore de guerre, un mythe né du chaos et de la peur. Après tout, les légendes de la Seconde Guerre mondiale étaient abondantes. Des convois fantômes, des bunkers secrets, des armes inachevées, et la plupart manquaient de preuves. Pourtant, les montagnes des hiboux n'étaient pas de simples collines boisées. Entre 1943 et 1945, les nazis ont entrepris ici un projet secret massif, un vaste complexe souterrain connu sous le nom de projet Reyes ou Géante. Des milliers de travailleurs forcés des camps de concentration voisins ont creusé des tunnels, sculpté d'immenses chambres et construit des salles renforcées d'acier profondément sous les montagnes. Plus de 8 kilomètres de tunnels ont été créés, beaucoup scellés ou abandonnés en cours de construction pour des raisons inconnues. Aujourd'hui, certaines parties restent inexplorées en raison de l'air toxique, de l'instabilité ou des inondations. C'était le genre d'endroit parfaitement adapté pour cacher quelque chose d'énorme comme un train blindé rempli de richesses inimaginables et de secrets. Les habitants n'ont jamais oublié la légende. Même des décennies après la guerre, des bruits étranges de machines bourdonnant profondément sous terre étaient rapportés, longtemps après que toute activité supposée ait cessé. Les voies ferrées désaffectées se terminaient brusquement contre des rochers solides, défiant la logique. Un témoignage durable est venu du fils d'un cheminot qui, enfant, a été informé que son père gardait un train au début de 1945. Il l'a vu entrer dans une entrée de tunnel et ne jamais en ressortir. De telles histoires alimentaient la croyance persistante en l'existence du train. Il s'est débarrassé des chasseurs de trésors revenant année après année avec des détecteurs de métaux des cartes et un espoir sans fin. La plupart sont repartis les mains vides, mais la légende n'a jamais faibli. Un tournant crucial est survenu en 1975 lorsque qu'un vieil homme allemand malade et accablé de secrets a affirmé avoir participé à la dissimulation du train. Il a décrit l'opération dans les moindres détails, le nombre de soldats, le timing même, comment des explosifs ont scellé le tunnel. Il est mort avant de révéler l'emplacement exact. Son témoignage est resté non vérifié, mais a relancé la recherche et intensifié le mystère. En 2015, la plupart ont rejeté le train d'or nazi comme un folklore local avec une remarquable persistance. Puis 2 chasseurs de trésors amateurs sont entrés en scène, avec quelque chose d'inhabituel, une combinaison d'expertise technique et de recherche historique. Leurs efforts relanceraient les projecteurs mondiaux sur le train disparu et changeraient la légende pour toujours. Ces chasseurs n'étaient pas des chercheurs de sensations fortes poursuivant des mythes. Ils étaient des enquêteurs armés de connaissances en géologie et en logistique de guerre. Leur découverte promettait des réponses à des questions qui hantaient historiens et théoriciens du complot depuis des décennies. Le train disparu n'était plus seulement une histoire racontée à voix basse. Il était sur le point de redevenir une partie très réelle de l'histoire. Les montagnes des hiboux et les tunnels secrets. Les montagnes des hiboux, enveloppées de brume et de mystère, cachent des kilomètres de tunnels souterrains creusés profondément dans la roche solide pendant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale. Connu sous le nom de projet Risa, ce complexe tentaculaire a été construit en utilisant du travail forcé provenant de camps de concentration dans des conditions brutales.
Le but reste flou, mais la taille et la sophistication suggèrent que son objectif était immense et secret. Ces tunnels s'étendent sur plus de 8 kilomètres, présentant d'énormes chambres, des murs renforcés d'acier et des corridors labyrinthiques. Certaines sections ont été abruptement scellées ou inondées, tandis que d'autres se sont effondrées, laissant de vastes portions encore inexplorées en raison de conditions dangereuses comme des gaz toxiques et l'instabilité du sol. Même après des décennies, ce labyrinthe souterrain reste une énigme dangereuse. Le mystère s'approfondit, sachant que les nazis ont investi d'énormes ressources pour garder le site caché, gardé non seulement par des soldats, mais par une atmosphère de peur. Les civils étaient avertis de rester à l'écart et les rumeurs d'opérations secrètes prospéraient en enfantin. Le terrain lui-même est impitoyable, rendant toute recherche de reliques ou de trésors cachés extraordinairement difficile. À travers le chaos de la guerre, l'isolement des montagnes les a rendus idéales pour stocker ou cacher des objets de valeur et des armements loin des forces alliées avancées. Beaucoup croient qu'elles contenaient plus que de simples machines ou munitions. Des plans secrets, des collections d'art volées et des trésors auraient pu être facilement dissimulés dans cette forteresse sous terre. Les habitants racontent des histoires étranges d'entendre des machines longtemps après la fin de la guerre et des voix ferrées disparaissant étrangement dans des visages de pierre où aucun tunnel n'aurait dû exister. Ces histoires boxées ont maintenu l'espoir vivant pour beaucoup qui croyaient que quelque chose d'extraordinaire dormait à l'intérieur des montagnes. L'abandon abrupt du projet en 1945 a ajouté à l'intrigue. Pourquoi arrêter une construction aussi massive ? Certains spéculent que l'avancée des forces soviétiques a forcé une fermeture précipitée, laissant des secrets ensevelis à l'intérieur. D'autres suggèrent que la confusion interne des nazis et l'effondrement des infrastructures ont retardé ou annulé les utilisations prévues. Aujourd'hui, les efforts pour enquêter sur les montagnes des hiboux font face à un immense risque. L'air toxique, les roches mouvantes et les structures instables empêchent une exploration complète. Pourtant, ces dangers n'ont pas découragé ceux qui sont déterminés à découvrir ce qui est caché, preuve que le site détient encore des histoires inexprimées attendant d'émerger. Les montagnes des hiboux se dressent comme un monument à l'ambition nazie et un coffre-fort silencieux gardant les secrets les plus sombres de l'histoire. Leurs tunnels sont l'endroit idéal pour un train qui a disparu et a refusé d'être trouvé pendant des décennies. À mesure que les explorateurs creusent plus profondément dans cette énigme, chaque découverte risque de réécrire ce que nous croyons sur la guerre et ses trésors cachés. Premières observations et légendes locales. Malgré les dénégations officielles et des décennies de scepticisme, les histoires sur le train ont persisté parmi les communautés locales près des montagnes des hiboux. Des témoins oculaires se souvenaient d'avoir vu un train blindé lourdement gardé et unlike any other circulant la nuit au début de 1945. Ces souvenirs allaient au-delà de simples ouï-dire. Plusieurs résidents décrivaient des détails cohérents sur l'apparence du train et sa cargaison gardée. Les récits parlaient de centaines de caisses, certaines légèrement ouvertes pour révéler des aperçus de barres d'or et d'œuvres d'art soigneusement emballées pour le transport. Les habitants vivaient dans un état de peur silencieuse, sachant que la région était sous un strict contrôle nazi, avec des avertissements d'éviter les tunnels et les voies ferrées. Cette atmosphère a donné naissance à une réputation mythique pour la région, un endroit à craindre, à éviter et à chuchoter. Les récits les plus convaincants venaient de familles liées à l'industrie ferroviaire. Le père d'un homme avait été affecté à la garde du train lors de son voyage fatidique dans les montagnes. Il l'a vu entrer dans un tunnel et, étonnamment, ne jamais en ressortir. Un tel témoignage a donné un visage humain à la légende et a suggéré que quelque chose de très réel attendait en dessous. Ces histoires ont alimenté l'intérêt parmi les chasseurs de trésors et les historiens amateurs tout au long de la fin du XXe siècle. Des détecteurs de métaux aux anciennes cartes de guerre d'innombrables recherches visaient à localiser le train perdu et ses richesses. Bien que la frustration et l'échec aient été courants, personne n'a accepté le mystère comme résolu. En 1975, la confession d'un vieil homme allemand affirmant avoir participé directement à la dissimulation du train a relancé la quête. Sa description détaillée de l'opération, y compris l'utilisation d'explosifs pour sceller les tunnels, a apporté un nouvel espoir malgré son incapacité à révéler l'emplacement précis. Son témoignage a donné une base crédible à ce qui avait été considéré auparavant comme du folklore. Au fil du temps, la légende du train est devenue une obsession régionale. Les habitants partageaient des histoires avec des visiteurs et des chercheurs maintenant, le mystère vivant à travers les générations. Le silence de la montagne n'était rompu que par des murmures des richesses enfouies en dessous.
Bien que les historiens aient souvent rejeté les affirmations comme des exagérations de guerre ou des mythes, la cohérence et la persistance des rapports de témoins oculaires ont forcé une réévaluation prudente. L'existence du train semblait moins relever de la fantaisie et plus d'un secret attendant d'être découvert. L'attrait du trésor caché combiné à une histoire ombragée a créé une puissante attraction pour quiconque fasciné par les chapitres oubliés de la guerre. C'était une histoire prête à être découverte et pour les secrets qu'elle pourrait enfin dévoiler. Ces premières observations ont semé les graines des enquêtes modernes qui ramèneraient un jour le mystère sous les projecteurs du monde. Chaque rumeur et chaque souvenir ont construit l'anticipation d'une révélation qui choquerait au-delà de l'or ou des bijoux. La découverte de la mine de sel de Merkers. La Pologne après la prétendue découverte d'un train de trésor nazi qui a disparu en 1945. Longtemps avant le buzz autour du train d'or nazi perdu en Pologne, une découverte en Allemagne a servi de preuve indéniable que d'immenses trésors nazis existaient réellement. En avril 1945, 2 civils français ont dirigé avec confiance des soldats américains vers une mine de sel près du village de Merkers. Ils affirmaient à pente que les Allemands cachaient quelque chose d'extraordinaire profondément sous terre, quelque chose valant le risque de tout perdre pour le trouver. En effet, ce qui attendait à l'intérieur a stupéfait même les troupes les plus aguerries. En descendant dans les tunnels étranges et résonnant à plus de 600 mètres sous la surface, les forces américaines ont découvert une chambre au trésor stupéfiante. Des milliers de barres d'or étaient empilées avec une précision obsessionnelle scintillant comme du bois entassé pour le chauffage d'hiver. À leur côté se trouvaient de lourds sacs de pièces et des caisses débordant de devises étrangères, des livres britanniques et des francs français, aux lires italiennes et aux dollars américains, tous pillés dans des nations occupées. Mais ce n'était que la couche extérieure d'une fortune méticuleusement rassemblée. Les explorateurs ont trouvé des voûtes entières remplies d'œuvres d'art volées, des peintures provenant de musées polonais, néerlandais, français et belges, des sculptures soigneusement emballées, des mosaïques byzantines, des tapis islamiques, des reliques romaines, même des documents anciens en papyrus délicats, adoucis par l'air salin. Ce que les nations avaient pleuré comme perdu pour toujours était maintenant caché sous des couches de sel et de pierre. Le rappel le plus sombre de la brutalité nazie était également là. Mélangés aux dépouilles se trouvaient des sacs d'effets personnels pris de force aux victimes des camps de concentration. Des bagues arrachées aux doigts, des plombages en or des montres et plus encore. Les identités des victimes étaient fondues avec une froide efficacité pour produire des lingots. Cette pièce n'était pas un simple trésor. C'était un symbole glaçant du pillage systématique et de la déshumanisation à une échelle industrielle. À l'époque, la seule valeur de la réserve d'or était estimée à plus de 5 milliards de dollars d'aujourd'hui. La nouvelle de la découverte s'est répandue comme une traînée de poudre atteignant les plus hauts niveaux du commandement allié. En quelques jours, le général Dwight D. Eisenhower, accompagné des généraux Patton et Bradley, a visité Merkers personnellement. Des documentaristes, des photographes et des archivistes ont suivi s'assurant que chaque barre d'or et chaque œuvre d'art étaient cataloguées avec un soin méticuleux. Pourtant même, cette découverte massive n'était qu'une partie de l'histoire. Un mois avant la découverte, le ministère du Reich de l'Éducation avait ordonné le transfert des précieuses collections de musées d'État sous terre pour les protéger. Le docteur Paul Ortwin Rave, un conservateur respecté de Berlin, avait été chargé de gérer ces relocalisations. Comprenant les dangers de stocker des trésors dans certaines mines, les expéditions avaient été redirigées vers la vaste mine de Merkers, qui possédait des dizaines d'entrées cachées et plus de 35 mètres de tunnels. Entre le 20 et le 31 mars, seulement un quart des collections de 14 musées d'État prussiens avaient été déplacées dans ce dédale de voûtes, le docteur Rave restant derrière pour les garder. L'ironie était amère. Il avait été chargé de sécuriser des trésors volés initialement par le régime nazi lui-même. Pourtant, quelques jours plus tard, le 4 avril, la 3e armée de Patton capturait le village de Merkers, et peu après des officiers américains commençaient à confirmer l'incroyable ampleur des réserves secrètes nazies cachées sous la mine. Scellée et lourdement gardée, la mine a été transformée en forteresse. Des chars patrouillaient, les entrées des jeeps mitrailleuses surveillaient les routes et des gardes protégeaient les infrastructures cruciales. Cet containment délibéré n'était pas destiné à éloigner les intrus. C'était pour sécuriser les trésors à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils puissent être inventoriés, documentés et protégés. Au cours des jours suivants, l'étendue réelle du vol nazi a été mise à jour, réécrivant la compréhension historique du pillage en temps de guerre. Cette incroyable découverte a soulevé une question troublante qui a résonné à travers les décennies. Si une mine contenait une telle richesse et une telle perte inimaginable, que restait-il caché dans l'ombre des opérations nazies ?
Les secrets gelés du lac Toplitz. Au-delà des tunnels secrets et des mines de sel, les nazis se sont tournés vers l'eau comme un refuge pour certains de leurs secrets les plus sombres. Le lac Toplitz, niché au cœur de la région de Salzkammergut en Autriche, ressemble à un paisible lac alpin vu d'en haut mais sous sa surface lisse, se cache un coffre-fort étrange et mortel. Ce puits non naturel plonge à 90 mètres de profondeur avec des toxiques et privés d'oxygène qui préservent presque parfaitement tout ce qui coule au-delà de la marque des 30 mètres, transformant le lac en une sorte de capsule temporelle sous-marine. Pendant ces derniers mois désespérés de la guerre, alors que le Troisième Reich s'effondrait, des loyalistes fuyaient dans ces Alpes éloignées, transportant des caisses de contenu inconnues par camions militaires et charrettes à cheval. Une par une, ces lourdes boîtes ont été poussées dans les profondeurs obscures du lac Toplitz, englouties par l'immobilité noire de l'eau et scellées dans l'abîme anoxique. Ce qui était caché là reste un mystère, mais les théories vont de l'or volé et des documents secrets aux armes expérimentales que les dirigeants nazis souhaitaient enterrer à jamais. Les premiers indices sont apparus dans les années 1950 lorsque des plongeurs ont rencontré des caisses, remplies non d'or mais de contrefaçon. Des billets de banque britanniques si parfaitement contrefaits que même des banquiers experts avaient du mal à les détecter. Cette découverte a ouvert l'histoire de l'opération Bernard, un audacieux complot nazi visant à déstabiliser l'économie britannique en inondant le marché de fausses monnaies produites en masse, destinées à déclencher l'inflation et à ruiner les finances de guerre. Alors que les forces alliées avançaient, les nazis réalisèrent que les billets contrefaits incrimineraient les organisateurs de l'opération si chaque trace devait disparaître. L'argent falsifié et les plaques d'impression ont été extraits de pièces de presse secrètes et jetés profondément dans le lac Toplitz où les conditions de préservation unique de l'eau ont gardé les preuves intactes pendant des décennies. Des plongeurs revenant en 1959 ont récupéré des millions de livres de billets contrefaits ainsi que des plaques d'impression dont certaines ont été détruites par le gouvernement autrichien pour éviter tout usage abusif. Pourtant, des rumeurs persistent, selon lesquelles davantage de contrefaçons et peut-être de véritables trésors se cachent juste hors de portée sous la forêt, submergée d'arbres noyés reposant horizontalement sous la surface du lac. Le lac Toplitz est loin d'être un havre pour les chasseurs de trésors. Les arbres submergés se déplacent de manière imprévisible, s'effondrant sans avertissement, piégeant les plongeurs sous leur poids. En dessous de la profondeur de 30 mètres, des poches de gaz toxiques bouillonnent mystérieusement, invisibles et mortelles. De nombreux plongeurs ont disparu dans ces profondeurs depuis 1947, leurs corps et les secrets qu'ils recherchaient, préservés à jamais dans l'obscurité liquide. En raison des dangers extrêmes, les autorités restreignent strictement les permis de plongée, interdisant effectivement la plupart des explorations privées. Pourtant, les légendes refusent de s'estomper. Les spéculations abondent sur des armes nazies intactes, des torpilles scellées et des caisses de contenu inconnues peut-être de l'or attendant sous les bûches denses. Cette obsession remonte à près de 75 ans. Des plongeurs de la marine perdus en 1947 aux chercheurs de trésors modernes, équipés de matériel sophistiqué, beaucoup ont essayé et échoué à percer l'emprise mortelle du lac Toplitz. Chaque expédition dévoile une nouvelle couche de mystère, mais le lac conserve ses trésors et ses morts près de lui. La beauté glaçante du lac Toplitz et ses secrets mortels incarnent les longueurs auxquelles les nazis sont allés pour effacer les traces de leurs crimes et de leur butin ainsi que le désir humain persistant de les découvrir. Ce qui est caché sous les eaux silencieuses continue de hanter plongeurs et historiens, laissant entrevoir des puits encore plus profonds d'histoires inconnues. Alors que l'attention du monde se concentrait sur des grottes souterraines et des lacs alpins, d'autres fragments du puzzle du trésor nazi attendaient d'être découverts, chacun ajoutant un nouveau fil à une tapisserie toujours plus complexe d'histoires secrètes et de legacy perdus. La découverte radar de 2015. En août 2015, deux chasseurs de trésors amateurs ont ravivé la quête vieille de plusieurs décennies. André Richter et Piotr Koper croient avoir maintenant trouvé ce train d'or enterré sous terre, en affirmant avoir découvert le train d'or nazi perdu près de Walbrzych, une petite ville au pied des montagnes des Hiboux. Potakopier, un expert en construction qui savait lire la terre, et Andreas Richter, un historien allemand spécialisé dans la logistique ferroviaire en temps de guerre, ont combiné leurs compétences pour poursuivre une piste que beaucoup avaient rejetée comme du folklore. Leur enquête était méthodique, s'appuyant sur un radar à pénétration de sol, des scans magnétométriques et d'anciennes images aériennes superposées à des données satellites modernes.
Leur équipement a révélé quelque chose de remarquable, une anomalie souterraine longue et droite d'environ 100 mètres précisément à l'endroit où les archives ferroviaires allemandes de l'époque de guerre indiquaient qu'une voie accessoire avait autrefois existé, mais qui avait disparu des cartes d'après-guerre. Cette ligne de chemin de fer disparue menait directement à l'endroit où l'ombre mystérieuse se trouvait sous la terre, suggérant qu'un train enterré pourrait effectivement se cacher là. Pour Copper et Richter, les preuves étaient suffisamment convaincantes pour déposer une demande légale invoquant la loi polonaise sur les frais de découverte qui promet aux découvreurs 10% de la valeur de tout trésor récupéré. L'annonce a secoué les nouvelles locales et internationales. Les autorités polonaises ont rapidement confirmé leur confiance, déclarant publiquement qu'elles étaient à 99% sûres que le train avait été trouvé. Des gardes armés sont arrivés presque immédiatement, clôturant le site et transformant les collines boisées sereines en une zone hautement sécurisée et secrète. Des journalistes et des curieux ont afflué en ville, déclenchant une frénésie médiatique qui ressemblait à une ruée vers l'or moderne centrée sur une ombre enterrée depuis plus de 70 ans. Pourtant, l'excitation s'accompagnait d'un malaise. Les spéculations sur des pièges, la protection contre les pilleurs et des manœuvres politiques tourbillonnaient sous des déclarations officielles évoquant des préoccupations de sécurité et la possibilité d'engins explosifs non explosés. Même l'accès des médias était strictement contrôlé, peu de personnes étant autorisées à s'approcher du site d'excavation. La tension laissait présager quelque chose de plus complexe qu'une simple chasse au trésor. En novembre 2015, le gouvernement polonais a autorisé 2 équipes distinctes à effectuer des scans non invasifs du site. Bien que l'équipe de Copper et Richter soit restée impliquée, un autre groupe de l'Académie minière de Cracovie a déployé ses décennies d'expertise géologique et ses instruments avancés. En décembre, l'Académie minière a publié son rapport. Aucun train n'existait là où l'anomalie avait été détectée. Au lieu de cela, des formations rocheuses naturelles et des dépôts glaciaires ont reflété les signaux radars dans des motifs confondus avec des objets métalliques. Non découragés, Copper et Richter ont insisté sur le fait que leur interprétation était exacte. Ayant travaillé le terrain pendant des années, ils ont soutenu que les scans de l'Académie minière avaient négligé la possibilité de métal caché sous des couches minérales épaisses. Leur conviction a réussi à attirer un financement pour une excavation à grande échelle, l'une des plus grandes fouilles privées que la Pologne ait jamais connues. En août 2016, une équipe de 64 personnes, composée d'ingénieurs, d'archéologues, de géologues, de chimistes et même d'experts en démolition, s'est réunie prête à découvrir ce qui avait été enterré pendant 7 décennies. Des caméras ont bordé l'excavation, créant un spectacle mondial. Le monde regardait anticipant l'éclat de l'acier ou l'éclat de l'or sous les projecteurs. Mais après 7 jours de fouilles intenses, aucune voie tunnel ou locomotive n'est apparue. Seule de la terre et de la déception attendaient les équipes. La légende du train d'or nazi semblait s'effondrer à nouveau sous le poids des attentes, un grand bruit de guerre gonflait au-delà de la réalité. Pourtant, alors que les yeux du monde restaient fixés sur Wolbzig et les fosses d'excavation infructueuses, une enquête plus discrète et beaucoup moins médiatisée se déroulait plus au sud, une enquête qui découvrirait le véritable lieu de repos du train. L'excavation et le choc. Loin de la frénésie médiatique près de Wolbzig, un groupe de recherche privé travaillait tranquillement près de la frontière tchèque à Lubavka, suivant des indices absolument subtils que d'autres avaient tenté manquer. Utilisant une analyse du sol par satellite, une pénétration radar profonde et de rares cartes de guerre numérisées, ils ont détecté des perturbations significatives du sol là où les archives de transport allemandes montraient qu'une ligne de chemin de fer avait autrefois existé, mais avait disparu des relevés d'après-guerre. La terre perturbée comblée depuis longtemps cachait une immense structure artificielle différente de tout ce qui était naturel. Lorsque l'excavation a commencé, l'équipe a découvert un coffre-fort rectangulaire blindé scellé en place depuis 1945. La terre et la végétation au-dessus étaient restées intactes pendant plus de 70 ans. À l'intérieur se trouvaient des caisses portant des timbres de la Reichsbank, des peintures emballées, des bijoux et des devises provenant d'une demi-douzaine de nations occupées, preuve que le train d'or nazi n'était pas un mythe, mais une réalité cachée là où personne n'avait regardé auparavant. Alors que les travailleurs enregistraient, arrêtaient et cataloguaient la cargaison avec une précision clinique, tous les yeux se tournaient avec inquiétude vers le dernier wagon du train. Contrairement aux autres, ces murs étaient renforcés avec un soin extraordinaire. De l'acier plus épais superposé avec des soudures internes qui scellèrent la chambre de l'intérieur.
Aucun joint, aucune charnière ou loquet n'existait à l'extérieur, suggérant que les nazis avaient enfermé quelque chose à l'intérieur sans espoir d'évasion ou de récupération. L'air est devenu tendu sur le site. Les travailleurs sont tombés soudainement silencieux. Les responsables se sont regroupés en conférences chuchotées. Des soldats armés ont posté des gardes serrés autour du périmètre, signalant que la prudence s'était transformée en inquiétude. L'équipe savait que percer cette barrière impénétrable nécessitait une précision délicate pour éviter un effondrement et une catastrophe potentielle. Pendant près de 2 jours, les ingénieurs ont travaillé avec soin, surveillant chaque coup, vibration et source de chaleur alors qu'ils franchissaient lentement le mur fortifié. L'atmosphère était lourde d'appréhension. Les plaisanteries habituelles et l'humour avaient disparu sous le poids de l'incertitude. Lorsque le dernier éclat de métal s'est séparé juste après l'aube, une petite fente de vision a permis à un faisceau de lampes de poche de percer l'obscurité à l'intérieur. Ce que le premier travailleur a vu l'a figé sur place. Il n'a ni crié ni halté, mais s'est simplement figé comme confronté à quelque chose d'inimaginable. Un par un d'autres ont regardé leurs expressions se durcissant sous le choc et la peur. Un archéologue aguerri par des décennies d'excavation de fosses communes s'est détourné en tremblant. La chambre scellée n'était pas remplie d'or ou d'art, mais de dizaines de caisses soigneusement numérotées, contenant des effets personnels, des vêtements civils, des chaussures d'enfants, des valises avec des étiquettes de noms fanés, des paquets de lettres manuscrites, des listes annotées en sténographie allemande. Parmi les contenus les plus éprouvants se trouvaient des caisses remplies de lunettes, des paquets de cheveux humains soigneusement étiquetés et stockés, et des effets personnels triés comme si on se préparait à une éradication systématique. Ce n'était pas un trésor. C'était un inventaire délibéré et horrifiant de vies systématiquement dépouillées et cataloguées pour être effacées. Un chercheur a décrit le cauchemar succinctement. On ne catalogue pas la vie des gens comme ça à moins de prévoir de les effacer. La connaissance de ce qui se trouvait derrière ce mur d'acier a tout changé pour l'équipe. Aucune photo ou rapport officiel de cette chambre n'a jamais été publiée. Ceux qui y ont travaillé parlent uniquement de manière anonyme, partageant des souvenirs teintés de nausées, de vertige et d'incrédulité. L'excavation est instantanément passée de l'exploration à l'accompagnement. La documentation a été saisie, l'équipement confisqué et les travailleurs renvoyés sous escorte. La nuit est tombée sur des camions non marqués des bâches lourdes et un silence qui s'est étendu autour de la colline comme un linceul. Le monde extérieur ne verrait rien de plus. Le récit a été scellé hermétiquement, tout comme le dernier wagon du train. Le train d'or nazi existe réellement. Le train que les équipes de recherche cherchent a mystérieusement disparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, laissant les secrets les plus sombres du régime nazi enfouis une fois de plus sous des couches de terre, de peur et de silence. L'obsession pour le train et la vérité qu'il cachait ne faisait que commencer à révéler les profondeurs des plus grandes ombres de l'histoire. Horreur cachée et vérité inexprimée. La découverte à l'intérieur du dernier wagon du train d'or nazi caché était tout simplement glaçante. Au lieu de trésors ou d'artefacts inestimables, les travailleurs ont trouvé des caisses méticuleusement remplies d'effets personnels, des objets qui parlaient de vies individuelles déracinées et effacées. Des vêtements civils, des chaussures d'enfants, des valises avec des étiquettes de noms fanés, des paquets de lettres liés avec de la ficelle et des dossiers remplis de listes et d'annotations codées remplissaient la chambre scellée. Ce n'étaient pas de simples objets, mais des fragments d'histoire humaine catalogués avec une précision mécanique et un froid calcul. Parmi les caisses se trouvaient des lunettes, des paquets de cheveux humains soigneusement étiquetés et stockés, et des objets personnels triés comme si l'on se préparait à une éradication systématique. Ce n'était pas une collection aléatoire de butins de guerre ou d'effets de réfugiés. C'était un inventaire délibéré, organisé et horrifiant dans ses implications. Un chercheur a déclaré plus tard « Le poids de cette vérité pesait lourdement sur l'opération, la transformant d'une chasse au trésor en une rencontre avec les ombres les plus sombres de l'histoire. La réaction parmi ceux qui ont été témoins de l'ouverture a été immédiate et profonde. Des travailleurs aguerris se sont figés d'incrédulité, l'atmosphère étant chargée de tension et de crainte. Même un archéologue expérimenté dans l'excavation de fosses communes a dû s'éloigner. » Visiblement ébranlés par ce qui a été révélé, les conversations se sont réduites à des chuchotements. La sérénité du site a été brisée par la réalité glaçante enfouie pendant des décennies sous la terre. Presque instantanément, le site a été placé sous un confinement extrême. Les travailleurs ont été ordonnés de rendre des photographies des notes des échantillons de sol et même leur équipement inutilisé. Les téléphones ont été confisqués et plusieurs membres de l'équipe ont vu leur contrat résilié.
Ils ont été escortés hors du site par des gardes armés avec l'instruction stricte de ne jamais revenir. Cet rapide containment a assuré qu'aucune information non autorisée ne puisse filtrer au-delà du périmètre étroitement contrôlé. À la tombée de la nuit, des camions non marqués sont arrivés sans phare, leurs moteurs grondant doucement à travers les arbres. De gros objets ont été chargés sous de lourdes bâches, disparaissant dans l'ombre avant l'aube. Des déclarations officielles ont placé le site sous la juridiction du ministère polonais de la Culture et du Patrimoine national. Mais derrière les communiqués de presse stériles, personne en dehors d'un petit groupe ne semblait savoir qui détenait réellement le contrôle. Les journalistes tentant de revisiter le site ont trouvé des routes barricadées et du personnel de sécurité fermement en place. Les numéros de téléphone pour les demandes de presse ont cessé de fonctionner et les pilotes de drones ont signalé une mystérieuse interférence électronique perturbant leurs signaux. Les batteries se déchargeaient anormalement vite, la technologie faiblissait et les caméras capturaient à peine plus que des clôtures et des bâches mouvantes recouvrant le site de fouilles comme des linceuls. Au cours des mois suivants, la couverture médiatique est tombée dans un silence extraordinaire. Les gros titres qui avaient autrefois poursuivi chaque rumeur sur le train se sont évaporés dans le néant. Pas de démenti, pas de confirmation, juste un vide silencieux. Même les diffuseurs connus pour explorer les secrets gouvernementaux semblaient se retirer, laissant une curiosité publique grandissante sans réponse officielle. Les secrets du dernier wagon, il semblait, avaient disparu de la vue du public aussi complètement qu'ils avaient été dissimulés sous terre. Ce qui est devenu clair, c'est que l'or et les bijoux n'ont jamais été le cœur de ce mystère. Le mur soudé et les caisses soigneusement cataloguées servaient à enterrer quelque chose de bien plus profond, plus sombre et profondément plus inconfortable qu'un simple trésor. Si un seul train pouvait contenir des preuves enfermées d'une tragédie humaine systématique cachée pendant plus de 80 ans, la question demeure. Quoi d'autre reste enfoui là-dehors ? Quelles autres histoires, réprimées et scellées, attendent d'être redécouvertes dans l'ombre? Les tunnels sous les montagnes des hiboux ont été construits avec un but rempli d'intentions bien au-delà d'un simple stockage. Quelqu'un savait exactement ce qui était en jeu, ce qui était dissimulé et ce qui ne devait jamais être révélé. Maintenant, des décennies plus tard, lorsque l'un de ces murs interdits est enfin percé, la fermeture rapide et le silence imposé signalent à quel point certains secrets sont farouchement gardés. Ils ne disparaissent pas, c'est pas parce qu'ils sont oubliés. Ils restent enfouis parce que des forces travaillent sans relâche pour les garder cachés. L'histoire a une façon de refaire surface quand on s'y attend le moins. Les portes en acier rouillant la terre se déplacent et le silence se fissure sous le poids de la vérité. Chaque fragment redécouvert exige le souvenir, pas le déni. Jusqu'à ce que chaque passage scellé soit ouvert et chaque registre lu à haute voix, le passé continuera de respirer sous nos pieds, attendant patiemment sans réponse. Le train d'or nazi caché est plus qu'une histoire de trésors perdus. C'est un rappel hantant des chapitres les plus sombres de l'histoire, préservés sous des couches de terre et de silence. Ce qui a été trouvé dans son dernier wagon nous défie de confronter des vérités longtemps dissimulées. Si vous avez trouvé cette révélation captivante, veuillez aimer la vidéo et vous abonner pour plus de plongées profondes dans les mystères de l'histoire. Merci de votre attention.